Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 30 juin qui restera dans l'histoire comme le jour où 16 départements ont été placés en vigilance rouge à la canicule, record qui risque d'être battu dans les prochains jours et qui pose plusieurs questions. Le gouvernement avait-il pris la mesure du danger? Pourquoi certaines écoles ont décidé de fermer seulement ce matin, laissant des milliers de parents pris au dépourvu? Les nombreux reculs sur l'ambition environnementale vont-ils rendre nos villes encore moins habitables en cas de très forte chaleur? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, direction le Sahel où l'influence russe grandit. Les militaires de l'Africa Corps ont remplacé les milices Wagner, mais les groupes djihadistes continuent de progresser. Au Sahel, où des groupes armés comme l'État islamique ou le groupe de soutien à l'islam musulman, le JNIM, continuent de commettre de graves exactions contre ces populations locales, notamment des attaques illégales, des destructions de biens, mais aussi des pillages ou encore des entraves à la délivrance de l'aide humanitaire. Depuis le retrait des soldats français de la force Barkhane, la situation s'est-elle détériorée? Comment les Russes poussent leur avantage, notamment au Mali, Niger, Burkina Faso? L'accès aux ressources minières, notamment l'uranium, est-il perdu pour les entreprises françaises? Ne ratez pas l'analyse de nos invités, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le récit de 24 heures de décision prise dans l'urgence face à une canicule pourtant annoncée depuis plusieurs jours. Jonathan Dupriez. Une canicule précoce s'est abattue sur la France. Cet épisode, jamais vu selon les autorités, promet de faire suffoquer le pays jusqu'en milieu de semaine. Alors, chacun a sa méthode pour échapper à la chaleur, comme ici à Toulouse. On boit, on dort, on fait la sieste, se promener sous les arbres. Et pareil, la pleine place du Capitole, il y a plein de petites couvertures de survie un peu mises à l'envers pour que ça rafraîchisse un petit peu certains endroits. Météo France a placé 16 départements en vigilance rouge demain. Signe d'une canicule extrême, tant par sa durée que son intensité. 68 autres départements restent en vigilance orange. Seul territoire épargné, une partie de la Bretagne, les côtes de la Manche et le Pas-de-Calais. Avec 34 degrés en moyenne partout ailleurs et jusqu'à 40 localement, tous les moyens sont bons pour trouver un peu de fraîcheur. À Lyon, certains ont opté pour une baignade dans le Rhône. On était plutôt bien avec les 40 degrés à l'extérieur, on était bien d'être dans l'eau. Sur le terrain, les élus sont à la manœuvre pour protéger les plus fragiles, à commencer par les enfants. Sur le territoire, 200 écoles publiques font l'objet d'une fermeture partielle. Dans cet établissement de Tours, le mercure atteint plus de 30 degrés dans certaines salles de classe. La mairie a donc décidé de fermer l'école l'après-midi ces 2 prochains jours. C'est une très bonne solution de fermer les écoles l'après-midi parce qu'on arrive à des températures importantes l'après-midi. On est à plus de 32-33 degrés. Il est difficile de faire classe dans de bonnes conditions avec ces températures-là. Face à cet épisode de chaleur inédit, les autorités semblent avoir réagi quelque peu tardivement. Matignon assure pourtant que François Bayrou est pleinement mobilisé pour suivre l'évolution de la canicule. Hier, le gouvernement avait émis une série de recommandations lors d'une cellule interministérielle de crise. La ministre du Travail a appelé les employeurs à des aménagements spécifiques. Nous avons signé un décret qui demande aux entreprises d'adapter les horaires de travail, d'adapter les aménagements, de suspendre certaines activités en raison de la situation climatique et bien évidemment de fournir de l'eau parce qu'il s'agit là de protéger les salariés. Outre la santé des Français, les autorités devront surveiller de près les conséquences de cette vague de chaleur. Pollution ou encore sécheresse alarmante dans 26 départements. Le contexte est aussi propice au départ d'incendies. Des feux sont toujours en cours dans l'Aude. Et on apprend que la France vient de connaître sa nuit et sa journée la plus chaude pour un mois de juin. Et pourtant, on a ce sentiment que notre pays n'est toujours pas prêt face à la canicule. On en débat tout de suite avec Yamina Saeb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes présidente du Laboratoire mondial des sobriétés, enseignante, chercheuse à Sciences Po et vous avez participé à l'écriture du 6e rapport du GIEC. Gaëlle Musquet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes météorologue et spécialiste de la prévention des risques majeurs. Anne-Claire Poirier, bonsoir et bienvenue, journaliste spécialiste en transition énergétique et écologique. Et Michaël Darmon, bonsoir Michaël, éditorialiste politique, bienvenue à vous. Que vous inspire une question assez générale pour commencer, Yamina Saeb, cet épisode caniculaire envoyé dans notre reportage
quand même un peu ce sentiment que le gouvernement est pris au dépourvu. Ça peut sembler surprenant, mais c'est un peu le cas. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Ouais. Le gouvernement, bien que la canicule, l'épisode était annoncé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la population. C'est ça qu'il faut comprendre. La question, la crise écologique, ce qu'elle pose comme question, c'est la question de la protection des populations. Est-ce que les gouvernements prennent les mesures nécessaires en amont pour protéger les populations? Vous avez donné l'exemple des écoles. Il aurait fallu, dès vendredi soir, annoncer une annonce du gouvernement que toutes les écoles en France vont être fermées, parce que ce n'est pas juste les départements. Il y a, je crois, 200 écoles qui ont été fermées. Oui, c'est très peu par rapport aux dizaines de milliers d'écoles en France. Ouais. Et donc, du coup, laisser les enfants aller dans des bouilloires thermiques, cela relève, en vérité, du crime climatique. Oui, alors on va en reparler, parce qu'il y a à la fois les décisions de court terme ou d'urgence, et puis il y a évidemment les politiques publiques et comment elles sont menées depuis des années, voire des décennies. On va voir cette carte des 16 départements placés en vigilance rouge demain, avec peut-être Gaël Muscat. Moi je parle dans mon titre de journée historique, parce qu'il n'y a jamais eu 16 départements classés rouges le même jour. Donc à quel point on est face à un épisode particulier, mais aussi, je prolonge la question, qui pourrait devenir, j'allais dire habituel, mais en tout cas plus régulier. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a une précocité sur les températures que l'on a inhabituellement tôt dans l'année. Donc là, mi-juin, fin juin. Ça, il y a déjà cette partie où, en général, les ministères se préparent aussi. Faut avoir en tête que toutes ces décisions politiques sont déterminées aussi par les prévisions météorologiques. Donc, on est obligé, évidemment, d'attendre que les calculs faits par Météo France et les modèles puissent dire ce qui va se passer 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, donc là, 2 semaines. Ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'on sait à peu près qu'on va avoir une canicule, un épisode caniculaire. Mais cet événement-là aussi, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on a un phénomène qui stationne. Donc là, on appelle communément un dôme de chaleur qui va stationner. Tous les départements ne sont pas concernés, donc il ne s'agit évidemment pas de fermer toutes les écoles et de bloquer toutes les activités, puisque la Manche, la Normandie ne sont pas touchés. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, d'un point de vue législatif, les communes ont un rôle à jouer. Les départements qui s'occupent des collèges ont un rôle à jouer. Les régions qui s'occupent des lycées ont un rôle à jouer. Donc, il s'agit d'une partition à jouer à plusieurs et à tous les échelons du périmètre. On y reviendra notamment sur les établissements scolaires, parce que ça me semble être un chapitre important. Mais moi, je pense à ces dispositifs d'alerte, Anne-Claire Poirier, parce que là, on est en vigilance rouge dans 16 départements. Est-ce qu'il vous semble un peu caduque, obsolète, je ne sais pas, ou encore adapté à la situation? Parce que ça va être quoi la prochaine couleur? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, ce que m'inspire cet épisode, c'est vraiment l'état de mauvaise adaptation dans lequel est notre pays, quoi. C'est vrai qu'on est prévenu la veille pour le lendemain, et puis surtout dans un pays qui s'adapte correctement aux vagues de chaleur qui, on l'a dit, vont devenir plus fréquentes, plus intenses. Les écoles, au contraire, devraient devenir des havres d'ombre et de fraîcheur. À condition qu'elles soient équipées. Ce n'est pas le cas, c'est une bouilloire. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est le fait d'envoyer les enfants chez eux du jour pour le lendemain. Les habitations non plus ne sont pas adaptées au réchauffement climatique. On a quasiment une habitation sur 3 en France qui n'est pas du tout adaptée aux vagues de chaleur, où habitent évidemment les plus précaires d'entre nous. Donc c'est des gens qu'on va laisser avec leurs enfants, chez eux, quoi. Ouais. Parlons un mot de la climatisation, parce que alors, nous on a de la chance sur ce plateau, on en a une, et donc ça nous permet de travailler dans des conditions plus que correctes. Elle est indispensable, sauf qu'elle est il y a là un cercle vicieux, il faut le rappeler. En fait, il faut sortir du déni dans lequel nous sommes en France. On va avoir besoin de refroidir nos bâtiments. Si je prends l'exemple des écoles, la France a bénéficié d'un financement européen à travers la Banque européenne d'investissement pour rénover les écoles. Et à chaque fois qu'on fait les établissements scolaires, à chaque fois qu'on fait de la rénovation d'établissements scolaires, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu d'isolant, on remplace parfois les vitres, et puis on met une chaudière. Alors qu'on pourrait mettre un système réversible qui produirait du chaud et du froid, du chaud et du froid. C'est de ça qu'on a besoin. Et donc, du coup, ça permettrait, au lieu de fermer les écoles, ça permettrait
de faire des écoles à havre de paix. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, les écoles sont des bouilloires. Pourquoi il aurait fallu fermer les écoles? Donc vous dites que l'argent, pardon de vous interrompre, il existait, il y a notamment de l'argent européen, il a été mal utilisé, Il a été mal utilisé. Et tous les projets de rénovation, ça concerne aussi le logement. Tous les financements que l'on a pour la rénovation du logement, c'est des financements d'abord pour lesquels les premiers déciles, les déciles du milieu, pas les... Alors, il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire les parties de la population les plus vulnérables. Ceux qui sont au SMIC, par exemple, ils ont un salaire, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir rénover. Et donc, il y a un reste à charge à payer qui les exclut des dispositifs qui existent. Donc, les dispositifs qui existent sont faits plutôt pour les cadres, en vérité. Les cadres ou les fonctions plutôt au milieu, au-dessus. Et ceux qui sont peut-être les plus précaires, ils ont droit à travers l'agence de la rénovation du logement, l'ANA. Mais après, il y a toute la couche là qui est au milieu, elle qui n'a pas accès. Alors, pardon, quand on fait de la rénovation, elle concerne uniquement comment combattre le froid l'hiver. Comme si on était encore dans la France des années 50, alors qu'en fait, on s'achemine vers une France en surchauffe. Et donc ça va pas. Ça, c'est une mauvaise utilisation de l'argent public. Alors, on va ouvrir ce chapitre, même si vous l'avez évoqué l'une et l'autre, consacré aux écoles, parce que j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir eu la surprise de soit se dire, tiens, j'emmène mon enfant à l'école alors qu'il va faire 40 degrés aujourd'hui, soit de recevoir un message de la mairie en disant, tiens, l'école est fermée cet après-midi, organisez-vous. Écoutons, c'est justement ce qui s'est passé à Tours, et le maire écologiste de Tours explique sa décision. Et puis alors, il lance aussi un défi au Premier ministre et à sa ministre de l'Éducation nationale. On écoute Emmanuel Denis. On est sur une mesure de précaution. Moi, je pense qu'on est sur une mesure de santé publique. D'ailleurs, j'invite Elisabeth Borne à venir se rendre compte des conditions d'accueil dans nos écoles et peut-être même à venir avec le Premier ministre pour faire le Conseil des ministres dans une école à Tours mercredi, puisque les écoles seront sans enfants. Ils se rendront compte de l'état bâtimentaire. Alors, vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure, mais comment, finalement, les communes, mais avec elles, les départements, les régions, etc., s'organisent dans un cas comme celui-là? Moi, c'est le Guadeloupéen qui va vous parler, parce que c'est ce que vivent des écoliers en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. À La Réunion, on a aussi des vagues de chaleur. Nous, on n'a pas d'alerte, on n'a pas de vigilance, on n'a pas de canicule, au sens alerte des populations du terme. Ces populations ne sont pas plus résistantes à ces canicules. Le corps humain, c'est 37 degrés pour tout le monde, pour tous les Français. Donc aujourd'hui, quand vous écoutez les chefs d'établissement aux Antilles, ils le disent régulièrement qu'ils sont face à des difficultés pour pouvoir tenir des classes surchauffées avec des enfants qui ne peuvent pas aller en récréation parce qu'il fait encore plus chaud dans la cour. Et donc, en termes d'organisation... J'ai une question qui me vient, mais je vous laisse terminer. Et donc, en termes d'organisation, effectivement, ce qui se passe aux Antilles, ce qui se passe dans les zones tropicales, c'est qu'on a des rythmes de travail et des rythmes aussi de scolarité qui sont différents. Et donc, ce sont des enfants qui se lèvent à 4h, 5h, 6h du matin. C'est comme ça qu'on s'est adapté. Mais on pourrait aussi se dire que les pouvoirs publics locaux auraient pu mettre en commun leurs moyens, je ne dis pas qu'ils en ont beaucoup, mais pour rendre ces écoles habitables, mettre même en cas très forte chaleur, surtout dans des départements, vous venez de nous le dire, où ça arrive beaucoup plus. Et c'est ce qui se passe avec des brasseurs d'air, mais ça passe aussi par une organisation sociale qui est différente. Moi, je commençais mes cours au lycée à 7h du matin, pas à 8h30, pas à 9h. On finissait plus tôt. Ça, c'est un des leviers qu'on peut activer. Mickaël, vous voulez intervenir? Oui, parce qu'en fait, on constate là, avec déjà toutes les remarques et les expertises qui sont avancées, à quel point la prévision en politique publique est à un niveau très bas en France. Et au fond, on a un Premier ministre qui était chargé de la planification pendant quelques années, chargé du plan, chargé d'envisager les grandes mutations qui nous martelaient à ce moment-là à longueur d'interview. Résultat, on s'aperçoit que quand on est au pied du mur, on a un problème de planification, on a un problème de prévision. Cette évolution météorologique, climatique, elle est inscrite depuis des années et des années. Mais oui, donc pourquoi... Et notamment les scientifiques, vous nous alertez depuis des décennies. Pourquoi n'a-t-on rien mis en œuvre? Anne-Claire Poirier. C'est même plus grave que ça, c'est qu'actuellement, on avait des enveloppes budgétaires, on avait des plans qui sont totalement passés au rabais, en fait. On parle de l'adaptation des écoles aux vagues de chaleur. C'est des sommes qui sont colossales, c'est plusieurs milliards d'euros. Il y avait un fonds, le fonds vert pour les collectivités, qui était censé les aider à financer ces projets qui sont extrêmement coûteux. Il a été
été rabotée de 60% entre 2024 et 2025. Donc en fait, c'est pire que de ne pas prévoir, c'est qu'on avait mis en place quelques petits outils et qu'on est en train de revenir en arrière. Il y a un véritable ressac, j'espère en parler. On va consacrer un chapitre aux reculs environnementaux multiples et variés, malheureusement, depuis un certain nombre de mois et d'années. Mais je reste sur peut-être la question des dispositifs d'alerte, Yamina Saeb, parce que quand on voit là la liste des départements qui sont placés pour demain en vigilance rouge, je ne sais pas, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, ce que nous réservent les prochains jours de la semaine, mais j'ai bien peur que de 16, on passe peut-être à une liste encore plus longue et que ce record soit battu. Est-ce que nos dispositifs d'alerte, tels qu'ils fonctionnent, vigilance orange, vigilance rouge, etc., ils sont encore adaptés ou pas? Parce qu'il y a toujours un danger de l'habitude, à force d'entendre parler de vigilance orange, on est un peu moins attentif. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En fait, tous ces dispositifs-là ont été mis en place, si je ne me trompe pas, après la canicule de 2003. Or, entre-temps, entre 2003 et 2025, l'état de la planète sur le plan climat s'est beaucoup dégradé, en fait. Et il n'y a pas eu de mise à jour de tous ces dispositifs-là. Et puis, ces dispositifs-là, ce qu'ils font, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'État fait passer sa responsabilité, il la met sur les épaules des citoyens. Et donc, c'est aux citoyens de prendre leurs dispositions. Alors qu'en fait, c'est qui ? On peut aussi dire que c'est un peu logique. On ne peut pas non plus infantiliser les citoyens en permanence. Non, donc, il y a une part de co-responsabilité. Par exemple, si quelqu'un laisse son enfant dans la voiture alors qu'il fait 40 degrés, c'est quand même d'abord la responsabilité des parents. Par exemple, on a les îlots de chaleur. Qu'est-ce qui fait les îlots de chaleur dans les villes? C'est pas juste le fait qu'il y ait de l'ensoleillement, c'est le fait qu'on a bitumé et qu'on n'a toujours pas débitumé. Ça, c'est la responsabilité des autorités. C'est pas le citoyen qui va débitumer. Non, bien sûr, mais là, on parlait des alertes. Oui, et pourquoi? Mais c'est lié, en fait. Parce que si on avait débitumé nos espaces, eh ben, la température, elle serait un petit peu moins élevée. On n'aurait pas eu d'îlot de chaleur et ça serait un petit peu plus vivable. Alors qu'on n'a pas débitumé, on continue à construire avec du béton et du verre. Je suis d'accord sur plein de vos arguments, mais pas sur le dispositif d'alerte. Je pense que le dispositif d'alerte, heureusement qu'il existe et heureusement qu'ensuite, c'est aux citoyens de se prendre en main quand même. C'est bien que le dispositif existe, mais un dispositif d'alerte qui n'est pas mis à jour au bout de 25 ans, qui ne s'adapte pas à la situation climatique, est un dispositif d'alerte qui a peu de chances de produire les effets que l'on peut escompter d'un tel dispositif. Votre avis là-dessus, parce que voilà, on est au cœur des responsabilités des météorologues et notamment de Météo France. Qui nous produit ces alertes de plus en plus nombreuses? Est-ce qu'elles sont moins efficaces? C'est-à-dire qu'à force d'entendre une vigilance orange, ça me passe au-dessus de la tête. On peut toujours mieux faire. Si vous voulez, on est dans une succession. C'est la semaine dernière, les unes des journaux, c'était ces orages. Et vous voyez à quel point ça devient aussi pour nous, scientifiques et techniciens, compliqué aussi de prévoir ces phénomènes, de les anticiper et d'alimenter ensuite ces systèmes d'alerte. Je rappelle, avant 2022, on n'avait rien sur nos téléphones mobiles en termes d'alerte massive, le fameux FR Alert, qui a été imposé par l'Europe. On n'y arrivait pas. L'Europe nous a imposé cet article 110 pour que tous les citoyens européens disposent sur le téléphone mobile ces alertes. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces systèmes d'alerte sont nécessaires, mais pas suffisants. Vous avez raison. Il faut faire des exercices. C'est une obligation d'ici à 2026. Les communes, à minima tous les 5 ans, doivent s'entraîner avec leur population. Et là, mais alors, à quel risque? Parce que des risques... À tous les risques. À tous les risques. Au moins, le risque inondation, le risque canicule... Bien sûr. Si vous voulez, quand une population n'a pas vécu dans sa chair, et en temps de paix, c'est pas au moment où la crise survient qu'on s'entraîne. Quand une population n'a pas vécu dans sa chair, ce que ça va lui demander de se confiner, de se mettre à l'abri, d'évacuer pour des feux de forêt, ou de se mettre à l'abri pour de la grêle, vous ne pouvez pas être efficace. C'est pour ça qu'il faut faire ça très tôt. Et là, les écoles ont leur rôle à jouer avec les enfants. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je m'apprête à partir pour la Martinique pour entraîner des enfants dans leur cadre de leur centre de loisirs sans hébergement, fabriquer des capteurs météorologiques, les installer dans leur quartier, les observer et alimenter la réserve communale de la ville du Lamentin en Martinique pour que ces enfants soient des vigies de leur quartier. Intéressant, ça ne retire rien à la responsabilité bien sur sûr. les plans. Ça, on va en parler dans notre débat, mais je reste pour l'instant, vous avez bien compris, notre premier chapitre, on est plutôt sur cette urgence, comment elle est gérée par le gouvernement et le fonctionnement ou l'efficacité de ces alertes. Anne-Claire Poirier, le niveau rouge qu'on atteint, qu'est-ce qui signifie et est-ce qu'il est suffisamment adapté aux risques
qu'une telle canicule fait peser sur nous, sur nos concitoyens? Je me demande si Mme Saeb... allez-y, Amina Saeb, si vous voulez. Moi, je pense que cette fois-ci, ce qu'on aurait dû faire, ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est déclarer l'état d'urgence climatique ou caniculaire, il l'appelle comme il veut, depuis vendredi, parce qu'en fait, on savait, d'après les résultats de Météo France, on savait... Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais je vais vous donner la parole après. L'état d'urgence caniculaire, pourquoi l'état d'urgence? Parce que l'état d'urgence, ça sonne comme une situation beaucoup plus grave que l'alerte rouge, etc. Et donc, on est dans une situation différente qui permet de légiférer différemment. On a parlé des écoles, mais aussi, on ne parle pas beaucoup de ça, mais en venant ici, depuis ce matin, je vois des gens sur les chantiers en train de travailler. Alors, il y a eu un décret qui a été publié, qui va rentrer en vigueur demain. Un peu tard, voilà. Et parce que si on avait été en situation d'état d'urgence climatique ou caniculaire... Je trouve ça très intéressant, parce qu'effectivement, mais pendant combien de jours on va décréter l'état d'urgence à venir? Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera en fonction des prévisions météo. Vous étiez dubitatif sur cette idée d'état d'urgence. Encore une fois, la décision politique, elle est directement liée à ces prévisions et aux résultats de ces modèles. Et donc, pour que la société s'organise, il faut bien imaginer qu'on a effectivement un risque qui est aussi économique. C'est-à-dire que vous avez un risque pour ces personnes qui travaillent, et la restauration, le bâtiment, etc., les activités culturelles. Et la différence entre l'orange et le rouge, pour répondre à votre question. Tant qu'on est en orange, on est évidemment en alerte, en vigilance, et on est encore sur le domaine de la réserve sur certains événements. À partir de la vigilance rouge, on estime que les hôpitaux, et là les ARS, vous savez, on rentre dans les autorités régionales de santé, qui rentrent encore, elles, dans le jeu pour pouvoir anticiper ce que ça va avoir comme impact sur le système hospitalier. Donc, vous pouvez avoir quelque chose de léger, mais votre système hospitalier ne vous permettra pas de traiter. Et surtout, les événements culturels et sportifs qui devaient se tenir sont simplement annulés parce qu'on estime qu'on met en danger les populations et ça met aussi les collectivités en position de pouvoir monter en puissance sur la réponse à donner. Nickel. Ça résonne comme l'époque du Covid, hein. Eh ben voilà, mais bien sûr, ce que vous dites là. Mais bien sûr. Annulation d'événements, état d'urgence. Mais l'état d'urgence, c'est forcément un parcours législatif. Oui. Parce qu'on a entendu Madame Catherine Vautrin. Elle a dit j'ai pris un décret. Parce que c'est évidemment le plus facile, et le plus rapide et le plus immédiat. Mais état d'urgence climatique, ça veut dire c'est une décision de faire entrer la politique et toute la politique publique d'abord à travers un parcours législatif dans le contexte actuel de l'Assemblée et de la majorité. Ça laisse effectivement augurer que ce serait compliqué. Avec Anne-Claire Poirier, il y a quand même, effectivement, si on décrète l'état d'urgence climatique, là, effectivement, il y a d'un seul coup un débat national sur ce qu'on a fait ou pas fait, parce que ces épisodes ou ces catastrophes climatiques, elles devraient être l'occasion d'une prise de conscience. Sauf qu'on se rend compte que ça ne marche pas forcément. Quand il y a les inondations à Valence, en Espagne, il n'y a pas d'un seul coup un grand mouvement citoyen et politique en Europe pour prendre des mesures de protection de l'environnement. Non, malheureusement. Jamais assez, mais enfin, on constate quand même que même au niveau des études sur les intentions de vote, c'est triste à dire, mais en général, le vote écolo a tendance à grimper après les catastrophes naturelles. C'est ce qui a été vérifié. C'est triste, hein, on en est à souhaiter qu'effectivement des événements comme celui-ci... Je ne suis pas très convaincu, il aurait fallu une catastrophe juste avant les européennes. Non, mais c'est ce qui est vérifié historiquement. En général, quand il y a une catastrophe naturelle quelconque, le vote écolo grimpe on y avait consacré un débat, il y a aussi beaucoup de discours complotistes qui se mettent en œuvre après une catastrophe naturelle qui gomme un peu l'effet prise de conscience et mobilisation. Il y a aussi un phénomène de déni très fort, on le voit en ce moment avec nos élus. Alors que la crise climatique s'aggrave, on a aussi le déni qui monte en flèche. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur des émotions après une catastrophe naturelle. Et ces émotions, tous les partis, pas que les écologistes, doivent avoir un récit et des imaginaires qui accompagnent aussi les politiques publiques. On ne peut pas dire toute la journée aux gens qu'ils vont souffrir, qu'ils vont mourir et que leurs enfants vont vivre beaucoup moins bien. Donc, si vous voulez, moi, je ne dis pas que j'ai fait le deuil de notre génération, mais quand je parle à des enfants, pour avoir été victime moi-même d'une catastrophe naturelle, l'ouragan Hugo en 1989 en Guadeloupe, les adultes autour de moi ne se sont pas dit c'est fini, la Guadeloupe est détruite et c'est fini. Non. On a reconstruit. Et donc, c'est important aussi, nous, adultes, dans la période que l'on vit là, ce que je faisais avec mes étudiants juste avant de venir vous voir, pas projeter nos peurs sur ces jeunes et ces enfants. Il faut parler de solutions, il faut les accompagner, il faut les former. C'est un vrai défi collectif, inventer un imaginaire autour de... Oui, mais on a beaucoup alerté, on a été effectivement beaucoup dans un discours à la fois anxiogène et culpabilisateur, il fallait certainement en passer par là, mais là, il y a besoin d'inventer aussi autre chose quand même. Non, il ne faut pas être culpabilisateur, surtout pas des jeunes générations, parce qu'elles sont victimes, elles ne sont pas coupables de ce qui se passe, et surtout qu'elles ne prennent pas la décision, elles sont hors du champ décisionnaire. Par contre, c'est très
important de faire prendre conscience à tout le monde, d'être très clair sur la situation et surtout là où on va. Et ça, c'est très important parce que ça devrait influencer le vote. Mais ça, c'est tous les acteurs qui devraient contribuer à faire prendre conscience de la situation et surtout là où on va, ce qui attend cette jeune génération. Là où on va et d'où on vient aussi. Et on va se livrer à un comparatif, Mickaël, avec ce qui s'est passé évidemment en 2003, cette canicule particulièrement mortelle en France. En fait, on a l'impression que la machine publique reste toujours plus ou moins surprise. C'est ce qu'on a démontré là dans notre première partie de débat. Est-ce qu'on ne peut pas mieux parer ces coups de chaud sur la gouvernance ? Alors vous savez, effectivement, dans mon souvenir de journaliste, il y a 2 années marquantes vis-à-vis de la canicule et vis-à-vis des mots qui étaient aussi employés à l'époque. Souvenez-vous, en 76 la grande effectivement canicule de l'époque, on parlait alors de sécheresse. L'approche était beaucoup plus agronomique et hydraulique. En 2023, l'autre grande canicule que l'on a connue, là le sujet devient climatologique. Et ce coup de chaud est aussi devenu l'exemple absolument d'un dérèglement politique. Souvenez-vous, François Fillon, alors ministre des Affaires sociales, était injoignable en vacances en Toscane. Vous aviez un Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, tout seul à Matignon et en plein brouillard de chaleur. Il ne savait absolument pas comment ça allait se passer. Les réunions tournaient à vide. Personne ne comprenait rien, sauf une personne, le secrétaire d'État aux personnes âgées, Hubert Falco à l'époque, qui lui décide d'appeler lui-même au téléphone une centaine de maisons de retraite. Et quand il a le résultat, il va voir le Premier ministre et lui dit « c'est très grave ». Et là, tout se déclenche effectivement. Et c'est l'été meurtrier, selon l'INSERM, près de 20 000 morts donc, durant cette canicule et un carnage politique. Au passage, si un jour vous êtes demandé pourquoi à chaque fois que Jean-Pierre Raffarin parlait de François Fillon, il avait la dent dure dans les années qui ont suivi, ne vous interrogez pas, c'est à cause de cette période-là. Depuis, on s'aperçoit chaque année que les pouvoirs publics, traumatisés, parlent du plan canicule, parlent des évolutions qui ont été faites, des mutations qui ont été faites, mais évidemment, on voit bien que le problème reste. Alors, je veux bien que nos politiques aient la mémoire courte. Il y en a eu d'autres, des épisodes caniculaires depuis. Pourquoi ce sentiment d'imprévoyance, Mickaël ? D'autant plus que, effectivement, vous avez raison, on en a parlé, ce qui est maintenant exceptionnel devient la norme. Météo France le disait déjà dès 2020, j'ai retrouvé ce matin des textes, alors que la France connaissait en moyenne 1 jour et demi de vague de chaleur par an en 1989, on est arrivé à 8 jours de chaleur par an en 2000 et presque 10 sur la dernière décennie. Donc vous voyez, c'est absolument édifiant. On a équipé effectivement les EHPAD qui ont connu depuis d'autres problèmes pour protéger les seniors, ça on a bien compris, mais on en revient toujours au même sujet. C'est celui dont la Cour des comptes nous a régulièrement alerté. La situation budgétaire empêche tout investissement pour se préparer aux grandes mutations de quel ordre que ce soit. En clair, Michel Rodière l'aurait dit, pas de fraîche, pas d'air frais dans les écoles, ça c'est certain. Il y a seulement le budget aujourd'hui pour payer les forfaits des téléphones qui envoient les messages aux parents le dimanche après-midi pour dire attention, demain vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école parce que le lundi il sera vraiment beaucoup trop au soleil. Bref, on le comprenait à l'époque, désormais on le subit. Tant qu'on sera dans le bricolage gouvernemental et parlementaire, eh bien, le pays sera à la merci de tous ces dérèglements qui sont devenus la règle. Et attention au prochain coup de chaud sur la vie politique. Merci beaucoup. Mickaël, on va revenir sur les leçons de 2003. Est-ce qu'elles ont été tirées ou pas? Mais je voyais réagir sur la question budgétaire. Donc allons-y, je vous donne la parole là-dessus. Yamina Saeb. Ça, c'est un argument pour ne rien faire, la question budgétaire. Quand il y a eu on est à 3 300 milliards de dettes. Oui, mais quand il y avait eu le Covid... Madame le disait, il y a des budgets en moins qui ont été rabotés. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on a investi là où il fallait qu'on a ce trou-là. Le trou, il n'est pas dû à ça, il est dû à autre chose. Donc il faut bien analyser d'où vient ce trou du budget et puis après orienter les investissements pour protéger les citoyens. Et sachant qu'aujourd'hui, nous faisons face à 2 choses en Europe. Nous sommes une population vieillissante, il faut garder ça en tête. Donc le nombre de morts à prévoir doit être énorme cette fois-ci, il doit être incroyable par rapport à ce qu'on a déjà connu. Et nous sommes une population vieillissante. Et puis, en plus, nous sommes l'Europe, d'un point de vue, pour des raisons de localisation, est en surchauffe. Enfin, l'accélération du réchauffement de l'augmentation de la température sur le territoire européen est plus élevée que par rapport à d'autres territoires. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation moyenne des températures planétaires et c'est encore pire en Europe. Voilà, c'est encore pire en Europe. Et donc, si on ne met pas en place les mesures nécessaires, si on n'oriente pas le budget européen et le budget national pour
pour protéger les citoyens, à quoi servirait ce budget? Enfin, à quoi servent les politiques? C'est la question que je me pose. Moi, je voulais juste revenir sur un point par rapport à la canicule de 2003. Moi, je m'en souviens, j'étais en thèse, ce fut un choc. Mais je travaillais justement sur la réduction de la demande de froid dans le bâtiment. C'est ça mon travail de thèse. Et donc, on regarde par exemple aux États-Unis. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ils ont eu une canicule bien avant la nôtre 2003, c'était à Chicago. Et donc, on parle beaucoup de la généralisation de la climatisation aux États-Unis, mais avant cette canicule-là, il n'y avait pas de généralisation de la climatisation. On va revenir sur les différents types de climatisation, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu beaucoup de morts, donc ils ont mis en place des hangars, de grands hangars, complètement climatisé, mais climatisé à l'américaine. Enfin, on a froid dedans. Et comme ça, pour pouvoir accueillir les populations en cas d'épisode caniculaire. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les EHPAD, vous allez visiter les EHPAD, vous allez trouver une petite salle où il y a un climatiseur pour plus de 50 personnes. Mais c'est quand même délirant qu'on ait fait que ça. Et on a fait ça que dans les EHPAD. Tout à l'heure, vous parliez des hôpitaux. Demain, si jamais ça s'accélère, allez-y aux urgences, dans les urgences de l'un des hôpitaux parisiens. Je vous redonne la parole juste après, mais on écoute le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes. Il était chez nos confrères de BFM TV ce matin, Christophe Prudhomme. Christophe. Le problème que nous avons en France, c'est que nos logements sont complètement inadaptés. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'efforts sur les économies d'énergie, mais on ne s'est pas préoccupé des problèmes de chaleur l'été dans tous les bâtiments, y compris dans les hôpitaux. Vous savez qu'on a des chambres d'hospitalisation qui sont exposées au soleil. Et où il fait 35 degrés dans les chambres. Comment vous voulez qu'une personne qui vient d'être opérée puisse supporter cette température? Voilà, donc c'est encore pire pour les gens qui sont, par exemple, à Paris, sous les toits. Les toits en zinc, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a à se préoccuper de cette question de l'habitat. Voilà, Christophe Prudhomme, évidemment. Je vous laisse conclure. Alors, il a tout à fait raison. Moi, je me souviens, pour la naissance de mon fils en juillet 2020, il y avait un début de canicule et on était dans une chambre qui n'était pas climatisée. Il y avait un petit ventilateur. Et la seule pièce, c'est une maternité qui a été construite il y a 20 ans, sans climatisation. Et vous savez, je vais vous dire un truc qui est pire que ça. Quand on fait les calculs pour les besoins de chauffage et de climatisation, vous savez ce qu'on considère comme données? Les données d'il y a 20 ans. Et pas les données d'ici 20 ans. Alors qu'on sait que le passé, dans ce cas-là, ne nous renseigne pas. Donc du coup, tout ce qu'on a fait, tous nos programmes de rénovation sont des programmes qui ne s'intéressent pas, on n'intègre pas encore la question du besoin d'été en Europe. Compris. Et alors, il y a eu un certain nombre de canicules. Là, on a parlé de 2003, mais il y en a une plus récente. C'est quoi? C'est 2022, 2022, je crois. 2019, 2022. Qu'est-ce qui a été fait ou pas fait d'ailleurs en 6 ans depuis 2019, Claire Poirier? Honnêtement, je ne sais pas si vous avez en tête des mesures un peu parlantes. Moi, j'en ai pas. Enfin, on avait un plan national d'adaptation au changement climatique qui a totalement disparu au moment de la dissolution. Donc finalement, rien n'est mis à jour. Moi, j'ai pas en tête de progrès quelconque sur ce sujet, alors que les trajectoires, elles sont connues depuis 20 ans. On le sait qu'on le sait si on n'accélère pas les efforts d'atténuation du changement climatique, que ces vagues, elles vont être plus fréquentes, plus fortes. Bon, alors effectivement, il y a certainement eu pas assez, mais il y a quand même eu un certain nombre d'efforts ou de progrès depuis 2003. Votre avis là-dessus? Quelle leçon on a tiré de cette canicule? Juste, regardez le studio dans lequel on est, vous disiez qu'il était climatisé. Peu de gens savent comment on climatise à Paris. Vous n'avez pas de climatiseur en façade ici et vous n'en avez pas non plus en façade des grandes avenues et des boulevards haussmanniens. On a la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain. On a des usines à froid. Mais ces usines à froid, elles ne sont pas nées aujourd'hui. Elles sont nées du passé. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nos anciens ont été très innovants pour préparer les générations, les nôtres, à ces calamités-là. Donc en fait, c'est de l'eau froide qui circule, qui est diffusée. Exactement. On a des usines à froid dans le 17e. Non, on a sur la Petite Couronne aussi ces réseaux urbains. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de budget, quand on parle d'argent, il faut comprendre que l'euro qui n'est pas investi aujourd'hui nous coûtera 7 à 15 fois plus cher plus tard. On est tous d'accord. Et que quand on regarde nos anciens, les outils financiers qu'ils ont mis en place, on prend la CCR, la Caisse centrale de réassurance, en 1946, quand ils font voter la Constitution, ils inscrivent que les Français doivent être égaux face aux calamités. On ne parlait pas encore de réchauffement climatique, on ne parlait pas encore de toutes ces choses. Donc, ils ont su créer, nos anciens en 1946, des outils financiers pour protéger.
pour garantir que les fonds seront là, pour pouvoir permettre à notre pays de traverser ces crises. Et puis il faut que nous soyons aussi créatifs et aussi innovants qu'eux pour pouvoir avoir l'argent pour financer ce type de travaux et évidemment décarboner, évidemment, produire du froid et du chaud de manière la plus décarbonée possible, ça demandera des fonds pour nos métropoles. On y revient, il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat, on va vraiment ouvrir ce chapitre. Peut-être un mot rapide, si vous le voulez bien, sur la climatisation. Il y a des alternatives aux clims qui émettent elles-mêmes beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a deux types de climatisation. Enfin, dans l'idéal, on aurait dû faire de la construction bioclimatique. Bioclimatique, c'est-à-dire adaptée à la nature. Et donc, on aurait protégé les bâtiments avec la nature. Ce que nos anciens faisaient, mais ce qu'on n'a plus fait à partir de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, toute l'Europe était détruite. Et ensuite, il y a eu l'industrialisation du secteur de la construction. Et c'est là qu'on a construit toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui. Toutes ces horreurs-là, en fait, tous ces bâtiments, non seulement ils sont moches, mais en plus, c'est des bâtiments, c'est des fours l'été et des passoires l'hiver. Donc tous ces bâtiments-là, il faut faire deux choses rapidement. C'est essayer le plus possible de faire baisser la température grâce à la végétation. Les toits, par exemple, ils citaient les toits en zinc. Lorsque la France, je me souviens quand j'avais recherché ça... Sinon, on n'aura pas le temps de parler des reculs gouvernementaux depuis 2020. Alors, en fait, la France, c'est l'un des rares pays... Le débat, il n'est pas extensible à l'infini. Où nous avons un texte de loi depuis Napoléon III qui impose le ravalement des façades. Mais quand on fait le ravalement, lui, il l'avait fait pour des raisons hygiénistes. Aujourd'hui, le ravalement des façades doit inclure obligatoirement le remplacement des toitures en zinc et faire ce qu'on appelle des cool roofs, en fait, des trucs en blanc, quoi. Ça doit faire partie. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire passer rapidement. C'est l'image de Paris qu'on modifie, mais ça remet en perspective une politique qui est souvent mise en cause, c'est-à-dire toutes les politiques de végétaliser dans Paris, de faire des places avec des arbres. Alors, non, vous avez plus de temps, on va parler du recul au gouvernement. Sinon, il me restera 3 minutes pour le faire et on sera tous frustrés. Et donc, je propose à Stéphane Duguet de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Je ne dis pas que c'est pas passionnant ce que vous racontez, mais il y a beaucoup d'autres thèmes à aborder. Bonjour Stéphane, bienvenue à vous. On va faire la liste en quelque sorte de ces reculs sur plusieurs mesures écologiques ces derniers mois au gouvernement, mais aussi au Parlement. Oui, il y en a eu 43 depuis le mois de janvier 2025. C'est le réseau Action Climat qui rassemble 37 associations environnementales qui a fait ce décompte des reculs qui viennent donc, vous l'avez dit, autant du Parlement que du gouvernement. C'est ce qu'a compté ces ONG. Alors, ils concernent quel domaine ces 43 reculs? Alors attention, la liste, elle est très longue, Thomas. Tous les domaines qui vont dans le sens d'une transition écologique et juste, ce sont les termes du réseau Action Climat. De manière générale, déjà dans la loi de finances 2025, les crédits alloués à l'écologie ont baissé de 14%, mais on peut aussi citer des mesures particulières prises par le gouvernement. Par exemple, la suspension de MaPrimeRénov' au début du mois, une suspension jusqu'en septembre, officiellement pour traiter une augmentation de la demande et tenter d'empêcher les fraudes. Mais résultat, les particuliers ne peuvent plus bénéficier de cette aide pour la rénovation énergétique de leur logement. Les professionnels du secteur ont dénoncé cette mesure. Même Emmanuel Macron a réagi à cette suspension. Il regrette la remise en cause de la priorité dans le débat public donnée au climat. Oui, le président de la République qui avait appelé les parlementaires, je cite, à ne rien relâcher de l'effort. Oui, parce que parmi les 43 mesures de recul identifiées par le réseau Action Climat, la plupart viennent de propositions de loi de parlementaires. Par exemple, le vote d'un amendement pour supprimer les zones à faible émission dans le projet de loi de simplification de la vie économique. C'est aussi le vote au Sénat d'aménagement du zéro artificialisation nette pour créer plus d'exceptions et permettre de continuer à construire sur des espaces naturels. Il y avait aussi le moratoire sur les énergies solaires et éoliennes voté par LR et le RN avant que le texte soit globalement rejeté à l'Assemblée. Beaucoup d'exemples de textes qui montrent une direction empruntée par certains groupes politiques, même si ces textes n'ont pas été définitivement adoptés. Oui, mais il y en a qui ont été définitivement adoptés. Oui, et parmi eux, le réseau Action Climat cite par exemple la loi d'orientation agricole portée par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, mais aussi la proposition de loi sénatoriale de Laurent Duplon et Franck Menonville pour lever les contraintes au métier d'agriculteur. Ce texte, il est discuté en ce moment même au Sénat dans une commission mixte paritaire. Thomas, il vise notamment à réintroduire l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis 2018. La ministre de la Transition écologique y est opposée. La ministre de l'Agriculture, elle, espère qu'une version plus équilibrée de ce texte soit adoptée. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Gaël Musquet, je commence avec vous. Les conséquences concrètes de ces reculs, est-ce qu'on peut parler d'une forme de dette climatique finalement? On a beaucoup parlé de dette du budget, mais de dette climatique. On est en train de créer la dette de demain. On a déjà une forte dette, ça je l'entends, mais ça a des conséquences évidemment sociales, ça a des conséquences aussi économiques.
économiques, et je ne parle même pas des conséquences, évidemment, sur le vivant, nous, évidemment, et évidemment toutes les espèces qui sont menacées par nos choix, nos arbitrages. Et donc, si vous voulez, ces alternances et ces reculades, c'est vraiment le défi. On a un marathon à courir sur les défis climatiques, sachant que ce ne sont pas les seuls problèmes que l'on a à gérer. Je rappelle que la France, ce n'est pas que l'Hexagone. On a aussi, en Outre-mer, d'autres problèmes géologiques. On a des problèmes volcanologiques. On a des problèmes liés au tsunami. Et donc, tout le temps que l'on perd à faire des reculades comme ça sur des crises qui sont prévisibles. Encore une fois, un tsunami, un séisme, ça ne se prévoit pas. Un volcan, presque pas. Donc, tout ce temps que l'on perd sur ce que l'on peut anticiper, c'est autant de temps que nous n'aurons pas, autant de moyens que nous n'aurons pas sur des crises à venir. Oui, effectivement. Regardez cette réaction de Marine Le Pen. On est sur le réseau social X. Elle annonce un grand plan de déploiement des climatisations si elle prend le pouvoir. Elle fustige également l'inaction du gouvernement. Il est grand temps que la France déploie un grand plan d'équipement pour la clim. Je le lancerai dès notre arrivée au pouvoir. Hôpitaux, écoles, maisons de retraite, transports publics, etc. ne sont pas équipés alors que ces lieux accueillent des Français particulièrement sensibles à la chaleur. Anne-Claire Poirier, il faut peut-être rappeler comment vote la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée dès qu'il est question d'environnement. Voilà, on est sur un exemple typique. En plus, je rebondis quand même sur son tweet. On est sur un exemple typique de maladaptation. Enfin, je veux dire, doter la France entière de climatiseurs aujourd'hui, c'est accélérer la crise climatique. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Le Rassemblement National, c'est le moratoire contre les énergies renouvelables. C'est la suppression du ZAN, le dispositif anti-béthanisation qui nous aurait bien aidé quand même là en période de forte chaleur. Hein, quand on végétalise, on perd jusqu'à 6 degrés sous un arbre, par exemple. Donc, c'est tout bête. En ce moment, c'est très difficile ce qui se passe au Parlement. On a une alliance très nette entre la droite, l'extrême droite et une partie du camp macroniste pour faire reculer tous ces sujets. Ça nous donne une idée de ce que donnerait un pouvoir d'extrême droite 2027 peut-être. Hein. Avec une question, vous avez commencé à l'évoquer, Yamina Saeb, sur le fait que nos politiques environnementales, elles sont pas forcément égalitaires. Comment faire pour qu'elles s'adressent d'abord aux Français les plus en difficulté ? Parce que là, d'un seul coup, peut-être qu'elle deviendrait plus acceptable ou plus désirable dans l'esprit de nos concitoyens. En fait, en principe, le projet écologiste, c'est un projet humaniste de protection, et donc de protection d'abord des plus vulnérables. Malheureusement, les politiques que nous avons sont des politiques qui accentuent les inégalités. Tout ce qui a été... Donc c'est très facile de les balayer, toutes ces politiques-là, parce qu'elles accentuent les inégalités. Et c'est là-dessus que l'extrême droite se jette, en fait. Elle se met là-dessus. En fait, comme nous n'avons pas de... Les politiques qui ne sont pas extrême droite ne nous projettent pas dans le long terme pour ne pas prendre de risque électoral, en fait. Et donc, du coup, ça crée un vide dans lequel l'extrême droite se jette assez facilement. Et un vide qui est entendable par tous ceux qui souffrent, en fait. Et du coup, moi, quand j'entends parler, par exemple, de l'écologie punitive, ou alors quand on me parle de la sobriété subie, mais je leur dis, mais ça n'existe pas. Lorsqu'on retourne dans la littérature, ça ne doit pas exister, oui, ça. Je suis assez d'accord avec vous, ces termes-là, ils sont biaisés politiquement, mais on peut aussi dire que le code environnemental s'est alourdi peut-être à l'extrême depuis quelques années. Alors, c'est sans doute parce qu'il n'existait pas et qu'il a fallu le créer, mais il est aussi parfois contre-productif, ce code environnemental. Alors, il y a des choses à revoir dans le code environnemental, parce que ce qu'on a fait, parce qu'il n'y avait pas où apprendre, en fait, on a construit les briques et on a tendance, lorsqu'on rajoute une brique, au lieu de voir comment elle s'intègre dans le reste, on ne regarde pas trop ça. Donc, à chaque fois, on rajoute de nouvelles briques. Donc, il faudrait reprendre le code environnemental. Et moi, j'aime pas trop que ça s'appelle le code environnemental, parce que c'est en vérité un code social, c'est un code de protection des citoyens. Mais quand on est, par exemple, chef d'entreprise, code environnemental, on sait exactement ce que c'est. Un mot là-dessus. Effectivement, on a parfois des injonctions contradictoires. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va avoir besoin d'alternatives aux politiques. Alors, qu'un petit p, la politique, ce n'est pas que nos députés, que nos sénateurs, que nos élus. La société civile, les associations, les fondations, les entreprises, les fondations d'entreprises doivent aussi se mobiliser face à ces alternances politiques qui décousent ce qui a été fait sur le mandat précédent. Et là, on parle de politique avec un grand P, parce que cette société civile, si elle forme ses enfants, si elle forme aussi ses citoyens, a aussi à avoir le pouvoir. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne voudrais pas qu'on soit
purement ou négatif. Enfin, il y a les fresques du climat, la Convention des entreprises pour le climat, il y a des programmes de sensibilisation. Il y a eu un certain nombre de lois, certainement insuffisantes, qui ont été votées. On ne peut pas non plus dire que rien n'a été fait depuis 2003 ou même depuis 2015 et les accords de Paris. Un mot de conclusion là-dessus. Moi, je voudrais surtout pas qu'on termine l'émission en laissant penser que mener une action contre le changement climatique, c'est créer nécessairement des inégalités. On sait tout à fait mener des politiques publiques qui participent de l'atténuation, qui font de l'adaptation de la France au changement climatique sans laisser des gens derrière. Je veux dire, les solutions, elles sont connues. On peut savoir faire. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci encore d'y avoir participé et à bientôt sur Public Sénat.